President Faye of Senegal, you have the remarkable honor and achievement of being the youngest president in the world, I believe. So people often ask you questions about that. But what I want to ask you is about having that knowledge, being connected to young people, the youth. How has that changed the way that you think about digital access in Senegal that might help inform us regarding accelerating the SDGs? Oui, merci beaucoup. En fait, c'est aujourd'hui que je fête mon 6e anniversaire en termes de mois en tant que président de la République. Je viens de faire juste 6 mois aujourd'hui. Et quand vous êtes élu dans un pays comme le Sénégal, dans un contexte de grand espoir, avec une situation économique quelque peu difficile, les premières réformes auxquelles vous pensez, c'est de baisser le coût de la vie pour soulager les populations. Mais au moment où vous faites ça, en tant que jeune président, vous pensez aussi à la connectivité des jeunes. Parce que autant les populations jeunes ont un besoin vital de se nourrir, autant ils ont ce même besoin vital d'accéder à la connexion. Aussi paradoxal que cela ne puisse paraître. C'est pourquoi au moment où on a baissé les denrées de première nécessité pour réduire les prix, on a en même temps discuté avec les opérateurs de télécommunications pour baisser les frais de la connexion, ce qui a été naturellement très apprécié par les jeunes. Pourquoi nous avons réfléchi comme ça? Parce que aujourd'hui, on ne peut presque rien faire sans la connexion. Et l'Internet impacte tous les secteurs de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'agriculture, de la santé ou d'autres services. Il y a l'informatique et l'Internet avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui impacte tous les secteurs. Donc, on se dit que pour ne pas laisser tous ces secteurs en rade, il faut aussi baisser ces frais. Et les jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ont remarquablement apprécié. Il restait maintenant à nous dire si l'Internet est aussi important que ça, ne faudrait-il pas en arriver, comme nous avons mis dans nos constitutions, le droit à l'expression libre, le droit à donner son opinion et tant d'autres droits que nous avons exprimés dans nos constitutions, nous devions arriver aussi à regarder ce que l'Internet est devenu dans notre vie, ce que l'intelligence artificielle prend comme place dans la vie de tous les jours, dans tous les secteurs, et de constitutionnaliser aussi le droit à la connexion. Nous sommes en train de préparer des élections après lesquelles certainement il y aura une révision de la Constitution. Et voilà un droit qui peut rapidement, quelle que soit la culture, quelle que soit la société, qu'on pourrait universaliser en le mettant dans nos constitutions. Mais malheureusement, la moitié de la population mondiale n'a pas accès à l'Internet. Et une bonne partie de la population de ce monde n'a pas accès à l'électricité. Que faire? Au Sénégal, comme en Afrique, 36% de la population n'ont pas accès à la connexion. Alors que dans le monde, ce taux est de 62,5%. Donc on a un grand gap à rattraper pour faire en sorte que l'Internet soit disponible partout dans les zones rurales, ce à quoi nous travaillons. Mais nous partons d'un existant qui est important en termes de vision, non seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique, parce que le Sénégal reste un pays très ouvert sur l'Afrique, assez stable, pour permettre de servir de hub technologique. Et c'est pour ça que nous sommes en train de concevoir ce que nous appelons un hub technologique pour apporter les investissements nécessaires et attirer les chercheurs comme des supercalculateurs, des clouds souverains et des data centers. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, Mr. President, Mesdames dear et Messieurs, colleagues, ladies and gentlemen,
Je remercie le secrétaire général pour l'initiative d'organiser ce sommet et je salue ses efforts pour un monde de paix, un monde stable où règne le développement inclusif. L'avenir que nous voulons commande de ne laisser personne de côté face aux défis que sont la paix et la sécurité, la réduction des inégalités, l'éradication de la pauvreté, la justice et l'équité. Nous ne pouvons réaliser cet avenir que dans la recherche de solutions communes dont le fondement se trouve dans un cadre multilatéral, un cadre qui inspire confiance et adhésion et sert les intérêts de tous. Autrement, il continuera à susciter la méfiance des uns et la défiance des autres et de perdre ainsi la crédibilité et la légitimité attachée à son autorité. À ce propos, j'aimerais partager avec vous 4 observations. Premièrement, il est clair que notre futur ne peut se construire sur le modèle actuel dominé par les injustices, l'extrême pauvreté qui touche 10% de la population mondiale, les tensions géopolitiques de haute intensité et le réchauffement sans précédent de la planète qui affecte gravement nos pays. Le constat est alarmant et comme le souligne le rapport du secrétaire général de l'ONU, si les tendances actuelles se maintiennent, 575 millions de personnes vivront encore dans l'extrême pauvreté d'ici 2030, ce qui va entraver davantage tout espoir de développement durable. Et face à cette situation, il est impératif de s'attaquer au cycle infernal de la dette, dont les taux anormalement élevés asphyxient de nombreux pays du Sud. Ce système d'inéquité que souligne le récent rapport de la CNUSED constitue une entrave croissante à la prospérité mondiale, en particulier dans les pays en développement, dont les taux d'emprunt sont 2 à 12 fois supérieurs à ceux appliqués aux pays développés. Pour une meilleure soutenabilité de la dette, il faut réformer les conditions d'accès au crédit, surtout le crédit export, en assouplissant les règles sur les taux d'emprunt et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement. Deuxièmement, la nécessité de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale pour refléter les réalités d'aujourd'hui. Même si des progrès ont été accomplis récemment, notamment avec la décision du G20 d'attribuer un siège permanent à l'Afrique et celle des États membres du FMI d'accorder un troisième siège à l'Afrique dans son conseil d'administration, il reste beaucoup à faire pour garantir une pleine inclusion des pays en développement dans ces instances. Troisièmement, il est impératif de renforcer les actions en faveur de l'éducation, de la formation professionnelle et technique pour lutter contre l'ignorance et l'endoctrinement et doter les jeunes de métiers et de moyens d'épanouissement. Un tel investissement contribuera à lutter contre les inégalités et à la réalisation des objectifs de développement durable. Il est donc plus qu'urgent d'accélérer la mise en œuvre du plan de relance des ODD initié par le secrétaire général. Quatrièmement, il est essentiel d'investir davantage dans la connectivité et la digitalisation par le renforcement des infrastructures numériques, l'innovation et le soutien à l'industrie créative des jeunes sur qui repose l'avenir. Nous devons offrir aux jeunes les moyens de se former, de réussir et de s'épanouir. Ils doivent être au cœur de nos actions et associés dans la gestion et la prise de décision en tant que vecteurs de paix et acteurs de développement. Je vous remercie de votre aimable attention.